Merci, Christian. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Oui, alors ma biographie était tout à fait correcte. J'ajouterais peut-être que je suis aussi actuellement impliqué dans le comité qui souligne le 60e anniversaire de la Ligue des droits et libertés. Donc, il y aura des activités qui vont se dérouler tout au long de l'année du 60e de la Ligue. Et je vous invite à aller voir aussi du côté du site de la Ligue pour en discuter. Et donc, j'aimerais commencer par remercier Mme Céline Bello pour son invitation, je dirais, initiale à participer au webinaire de l'Observatoire. Je remercie aussi Stéphanie Hood, Jacinthe Poisson pour l'organisation, je dirais, exemplaire de la rencontre. Merci aussi à Christian pour l'animation, pour les échanges aussi courriels avant ma conférence. Et lorsque Mme Bello m'a lancé cette invitation il y a environ 6 mois, elle a souligné qu'il y avait peu d'historiennes ou d'historiens qui avaient participé jusqu'à présent aux activités de l'Observatoire. Et donc, j'espère, je le dis sincèrement, mais que ma présentation, je dirais, historique, ne sera pas trop éloignée ou déconnectée de vos préoccupations contemporaines. Et donc, pour la présentation d'aujourd'hui, je vais partager mon PowerPoint. Bon, au départ, j'ai proposé un petit peu, je dirais, naïvement, un sujet très vaste en proposant de faire un panorama des débats sur le racisme qui ont agité la communauté francophone blanche du Québec, donc les Canadiens français, si on veut, depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. En préparant ma conférence, j'ai réalisé que c'était difficile d'aborder ce sujet-là sur plus qu'un demi-siècle sans tomber dans une analyse superficielle. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur 3 périodes. La période des années 1940, 50 et 1960, qui sont d'une part marquées par la création, je dirais, d'un mouvement antiraciste blanc au Québec, mais c'est aussi une période qui est toujours convoquée, la Révolution tranquille en particulier, dans les débats d'aujourd'hui sur le racisme systémique. De ce point de vue-là, je pense que l'histoire a, dans le contexte des débats contemporains, 3 fonctions principalement. Premièrement, celle de restituer une certaine vérité historique sur l'existence du racisme au Québec. Ensuite, parce que, comme le soulignait Stokely Carmichael en 1967, les inégalités systémiques qui sont fondées sur le racisme, ils se perpétuent dans le temps long, dans l'histoire, à travers les structures de domination de chacune des sociétés. Et finalement, c'est peut-être là l'aspect le plus important pour aujourd'hui, parce que l'histoire participe à la construction des récits collectifs, à ce que Paul Ricoeur a appelé les identités narratives, les mythes aussi. Et donc aujourd'hui, c'est aux ressorts fondamentaux de cette mythologie nationale d'une société sans racisme que je vais aborder en me concentrant, en vous proposant en fait une sorte de retour en arrière dans le Québec des années d'après-guerre et de la Révolution tranquille. Et donc, je débuterai en disant qu'un des tropes fondamentaux du mythe de l'inexistence du racisme au Québec tient à une croyance qui est souvent répétée aujourd'hui encore, selon laquelle il n'y aurait jamais existé de loi ouvertement raciste ou ségrégationniste au Québec, comparativement, par exemple, aux lois Jim Crow aux États-Unis. Or, les preuves historiques s'accumulent pour montrer que l'histoire du Québec est marquée par le colonialisme d'occupation, par l'usurpation des territoires autochtones, par l'institution légalisée de l'esclavage, par la loi sur les Indiens, par la ségrégation raciale aussi, la ségrégation dans le logement, dans l'accès aux lieux publics, parce que l'historienne noire Agnès Calisté a appelé la ségrégation racialisée du marché de l'emploi, qui est inhérente au capitalisme racial, par des quotas racistes dans les universités, par des politiques d'immigration ouvertement racistes jusqu'aux années 60, par aussi des manuels et un système scolaire qui ont enseigné la mission civilisatrice de l'homme blanc et les théories fallacieuses sur la soi-disant inégalité des races humaines. Bref, l'histoire du Québec est marquée par des inégalités, des discriminations systémiques et qu'on peut mesurer encore aujourd'hui par leurs effets cumulatifs sur les violations de droits des personnes racisées et autochtones du Québec. Et donc, face à l'ampleur et je dirais la profonde indiscrétion de cet éléphant dans la pièce de notre mémoire collective, je propose aujourd'hui l'hypothèse que l'occultation du racisme n'a pu se faire qu'à travers des mécanismes efficaces d'occultation, d'aveuglement, qui relèvent de procédés discursifs, mémoriels et peut-être même psychologiques. Donc, c'est à ces procédés que je vais m'attarder dans ma conférence, en analysant en fait non pas l'existence du racisme au Québec, mais la manière dont les militants francophones
engagés dans le combat contre la discrimination raciale ont conceptualisé la question de la race et du racisme au Québec dans les 3 décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a plusieurs historiens au Canada qui ont montré que la Deuxième Guerre mondiale est marquée par ce que Stephanie Bangart, historienne, a appelé un changement de paradigme en faveur de la promotion de l'idéal des droits de l'homme qui sont inscrits depuis 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le mouvement social des droits humains a été porté d'abord par des minorités ethniques et racisées, mais aussi parce que Ross Lambertson a appelé des communautés de droits humains, c'est-à-dire des acteurs qui se sont regroupés autour de l'idéal des droits humains et qui ont notamment revendiqué l'adoption de chartes des droits et de lois pour interdire la discrimination dans différents domaines, dans l'emploi, l'affichage, les assurances, les contrats de vente, le logement et bien sûr l'accès aux lieux et aux services publics. Le Québec n'est pas demeuré en marge du mouvement mondial des droits de l'homme d'après-guerre, mais, comme le rappelle l'anthropologue Sally Mary, l'idiome universaliste des droits humains est toujours transplanté, vernacularisé, adapté dans le contexte de rapports de pouvoir qui existent à l'échelle locale. Et donc, comme ailleurs au Canada, le mouvement syndical a joué un rôle majeur dans la création des premières alliances de militants pour l'adoption, en particulier de lois interdisant la discrimination. Après la guerre, les syndicats dits internationaux, donc associés, si on veut, à l'AFL-CIO, vont mettre sur pied des comités à l'échelle pan-canadienne et des comités locaux aussi de ce qu'on appelle de lutte contre l'intolérance raciale. Je note le mot tolérance, je vais y revenir. Et donc, on crée des comités à Toronto, Windsor, Vancouver, Winnipeg et un à Montréal. Et donc, j'ai décidé de commencer par ce comité-là parce que ce comité, en plus d'être à l'origine de la création des plus vastes réseaux de militants pour les lois antidiscrimination, va vraiment être un interlocuteur désigné dans les années 40, 50, 60, chaque fois qu'il va être question dans l'espace public médiatique de discrimination, de racisme, et plus largement, je dirais, des enjeux interethniques au Québec. Et donc, ce comité est formé en 1947 à l'instigation principalement du Comité ouvrier juif, qui est une organisation juive de gauche créée en 1937 pour lutter contre la montée de l'antisémitisme et du fascisme au Canada. Mais dans les années 50, ce comité va être composé surtout de francophones. Je vous les nomme ici, je ne ferai pas leur biographie, mais je vous nomme leurs noms. Romuald Lamoureux, Claude Jodoin, Roger Provost, Jacques-Victor Morin, Philippe Vaillancourt, Gérard Rancourt, Huguette Plamondon, qu'on voit à droite avec son célèbre cigare, Fernand Daou, Louis Laberge. En fait, chaque personne qui s'intéresse à l'histoire du mouvement ouvrier au Québec connaît un ou plusieurs de ces noms, qui sont en fait des figures bien connues du mouvement ouvrier organisé. À l'époque, ils sont présidents, vice-présidents, secrétaires, soit des fédérations nationales, provinciales ou des conseils locaux des syndicats internationaux. Et donc, un des premiers éléments à voir, c'est que bien que ce comité-là soit chargé de lutter contre l'intolérance dite raciale, il est composé presque exclusivement de militants et militantes blancs et blanches. Dans les années 1950, et là, c'est vraiment un document de travail que j'ai préparé pendant ma thèse, le comité va développer des réseaux absolument étendus dans la société civile québécoise, ce qui m'a permis de voir la diffusion du langage des droits humains et des débats sur la discrimination, mais aussi, surtout, certaines récurrences dans la manière dont les enjeux liés à la race et au racisme sont conceptualisés dans différents milieux de la société québécoise de l'époque. Et un des éléments les plus fondamentaux, et je voulais commencer par cette question, c'est la manière dont les enjeux liés, dont la conceptualisation même de l'idée de race a influencé les débats sur le racisme. Je vous ai mis ici une carte de 1934 qui est produite par la Ville de Montréal, qui montre cette conceptualisation. Et donc, il y a plusieurs chercheurs qui ont montré, je pense à Corey Scott, David Austin, Sean Mills aussi, qui ont montré que les représentations associées à la race au Québec ont été imbriquées historiquement à ce discours sur la préservation de la langue française et de la religion catholique comme fondement de la survivance de ce qu'on appelle la race canadienne française. Cette articulation entre race, langue, religion, nation a fait en sorte qu'on a souvent pensé les enjeux interraciaux
à l'aune des rapports entre les Canadiens français, les Canadiens anglais, les protestants, les catholiques, l'intégration des immigrants essentiellement européens à l'époque, et aussi à la place des Juifs dans une société largement divisée le long de lignes de démarcation confessionnelles. Donc, cette conceptualisation-là, elle a contribué à invisibiliser les personnes racisées et à reconduire ce que l'historienne Constance Backas a appelé une sorte de mythologie de la négation des races. Je souligne qu'à l'époque, c'est accentué par le fait que les débats sur l'immigration concernent surtout des populations eurodescendantes. Pourquoi? Parce que jusque dans les années 60, les lois canadiennes d'immigration étaient construites sur ce que Jean-Claude Icard a appelé une échelle de préférence raciale dans laquelle les personnes noires et les personnes asiatiques notamment étaient exclues. Et donc, cette conceptualisation-là, elle va avoir un effet important sur les trajectoires des militants du comité montréalais. Par exemple, deux de ses fondateurs, Kalmen Kaplanski et Claude Jodoin, vont organiser en 1946 une visite aux États-Unis pour regarder le matériel qui est utilisé par les syndicats américains dans leur combat contre la discrimination raciale. Et à l'issue de leur visite, ils vont venir à la conclusion que le matériel produit aux États-Unis ne correspond pas à la réalité du Québec. Pourquoi? Parce que, je cite, ils discutent essentiellement du problème noir. Je note que cette notion même de problème noir est extrêmement chargée sur le plan historique parce que notamment, ça a été au cœur des débats sur l'exclusion des personnes noires dans les politiques d'immigration canadienne. Et donc, comme plusieurs acteurs de l'époque qui s'engagent dans ces mouvements anti-discrimination, ce qui les importe le plus, c'est les conflits historiques entre anglophones et francophones et la place des Juifs en tant que principale figure d'altérité, pour parler comme Pierre Anctil, dans une société marquée par des divisions linguistiques, religieuses et nationales. Et donc, si on regarde le matériel qui est utilisé par le comité, qui d'ailleurs va faire entre 100 et 200 ateliers chaque année, ce qui est énorme, et chaque fois, on va utiliser du matériel. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit une invisibilisation quasi systématique des expériences et aussi des corps des personnes racisées. Et donc, je vous ai mis ici l'exemple des cartoons, des dessins animés qui sont distribués dans presque tous les journaux syndicaux de la province et qui sont importés des États-Unis. En fait, la circulation transnationale est facilitée par le fait que c'est facile à traduire, plus que, par exemple, des films ou des dépliants. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque dans ces caricatures soi-disant antiracistes? C'est que contrairement à celles qui circulent aux États-Unis, celles qui sont traduites en français ne représentent strictement jamais de personnes noires, à l'exception ici de Jackie Robinson. Certains dessins, d'ailleurs, vont même grimer le mot « black » pour ajouter celui de francophone ou de français, comme ici. Et dans tous ces dessins, en fait, on voit que le travail est dépeint à travers cette figure de l'homme blanc viril avec des conceptions très genrées, alors que la discrimination est présentée non pas comme une entorse aux droits des personnes racisées elles-mêmes, mais comme une menace à tous les travailleurs, à cause des dangers des clivages raciaux sur l'unification de la classe ouvrière. Cette sorte de daltonisme racial, incarné par la figure du travailleur blanc universel, elle s'inscrit en fait dans un discours plus ancien et plus pérenne sur l'importance de construire une conscience de classe qui transcenderait les identités racialisées. On voit encore aujourd'hui la permanence de cette question classe-race. Le comité imprime aussi plusieurs brochures, et là je vais un peu plus rapidement, dont une des premières s'intitule « La discrimination vous coûte du foin », qui est directement traduite d'un dépliant aux États-Unis qui s'appelle « Discrimination Cost You Money ». Et quand on compare les deux versions, on constate que la version française ne représente aucune personne racisée. De la même manière, le deuxième dépliant du comité fait l'éloge de la part, je cite, de toutes les minorités à l'édification du Canada. Mais quand on regarde à l'intérieur du dépliant, on ne voit pas, on ne parle pas de la présence autochtone, ni des apports des communautés noires, asiatiques, sud-américaines, etc. Vous voyez la citation ici. Je pourrais parler aussi des films qui sont produits, des films antiracistes produits par l'ONF après la guerre, qui presque systématiquement font l'apologie du colonialisme d'occupation des immigrants eurodescendants et qui ne parlent jamais des personnes autochtones et racisées.
Et donc, ce matériel antiraciste fait la promotion de ce que Gaston Age a appelé une sorte de multiculturalisme blanc, en présentant en fait la question de la tolérance raciale à travers les relations entre des populations blanches eurodescendantes de différentes origines. Et donc, moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir l'impensée raciale et coloniale de ces militants qui utilisent un matériel ouvertement raciste, finalement, dans une perspective qui croit fondamentalement être antiraciste. Cette invisibilisation de la race se découple au Québec d'un discours que vous connaissez, évidemment, qu'on voit encore aujourd'hui, selon lequel les Canadiens français seraient racisés ou seraient les principales victimes historiques du racisme et de la discrimination au Canada. Cette figure du Canadien conquis, opprimé, duquel va émerger celui, évidemment, du Québécois colonisé, c'est sans doute un des tropes les plus persistants. Et ça a un historique ancien. Daniel Guy a parlé du processus d'autoracisation des Canadiens français. Et donc, ce qui est fascinant de voir quand on se promène dans les archives du Québec francophone des années 1950, c'est à quel point le mot racisme lui-même est utilisé soit pour parler du racisme à l'extérieur des frontières du Québec, soit pour parler des enjeux liés à la discrimination des francophones. Et donc, je vous ai mis ici des exemples peut-être un peu plus farfelus, mais quand même brutaux. Le premier, on dénonce, ou des étudiants dénoncent le racisme hertzien à la suite de la fermeture d'un poste de radio francophone dans l'ouest du Canada. Et un autre exemple plus brutal, je m'excuse si vous ne voyez pas le texte, où on présente l'apartheid en Afrique du Sud et à côté, où on dénonce l'apartheid linguistique qui existe au Canada. Un article dans lequel on compare finalement le sort des Québécois aux Noirs de l'Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid, alors qu'on discute en fait, en réalité, de l'émission de chèques unilingues anglophones par le gouvernement fédéral. Cette figure du Canadien français racisé, elle est aussi utilisée à l'époque comme une sorte d'arme de défense contre les accusations récurrentes qui sont portées par certains Canadiens de langue anglaise à l'endroit des Canadiens français qui seraient, parce que nationalistes, conservateurs, catholiques, qui seraient finalement plus enclins au racisme, à la xénophobie, etc. C'est encore une dynamique, je pense, qu'on voit aujourd'hui. Et donc, une des distinctions majeures du comité montréalais par rapport aux autres comités au Canada, c'est l'importance que ces membres accordent à la question de la discrimination linguistique, qu'on définit souvent en termes de racisme. Et donc, dans les années 50, des gens comme Jacques-Victor Morin, Fernand Daou, Philippe Vaillancourt vont s'impliquer de plus en plus dans la lutte contre la discrimination des francophones. Ils vont d'ailleurs prendre une part active dans les mouvements nationalistes des années 60 aussi. Leur engagement ne traduit pas simplement une impensée raciale, mais aussi, je dirais, leur propre sentiment d'oppression à l'intérieur des structures unilingues du syndicalisme canadien international, et aussi par le fait qu'ils sont confrontés en fait à un environnement industriel composé en majorité de francophones et qui est aussi effectivement dominé par ce qu'on appelle à l'époque le grand capital anglo-saxon. Leur engagement vient aussi du fait qu'ils travaillent quotidiennement avec des francophones dans leurs ateliers et qu'à chaque fois, les francophones soulignent que dans leur propre milieu de vie, l'enjeu le plus important, c'est la discrimination qui touche les francophones dans le domaine du travail, en particulier dans la fonction publique fédérale et dans les industries qui, je cite, une participante pendant une activité qui n'engage que des contremaîtres de langue anglaise. Et d'ailleurs, les premières causes qui font la une des manchettes des journaux au Québec, qui sont portées par le comité, concernent la discrimination linguistique, ce qui galvanise aussi leur engagement. Et je vous donne un exemple ici. En 1954, l'infirmière de l'hôpital des vétérans Queen Mary à Montréal, qui relève du fédéral, l'infirmière en chef demande aux infirmières de parler uniquement en anglais, alors que 99% des employés sont francophones. À l'époque, le comité, mais la FTQ aussi, l'ancêtre de la FTQ en fait, vont écrire directement au premier ministre du Canada, Louis Saint-Laurent, pour demander, je cite, une commission royale d'enquête sur le bilinguisme. Je note qu'on est une décennie avant la commission Laurando-Dunton qui va justement traiter de ces questions. Et les porte-paroles, comme vous voyez dans le journal Le Devoir, mais aussi dans le journal du comité, vont traiter cette affaire-là comme un cas d'intolérance raciale, associant encore la langue et la race. Dans la deuxième partie des années 50, les membres du comité vont de plus en plus articuler racisme et bilinguisme dans leurs activités. Je vous donne ici des exemples des conférences annuelles qu'on tient sur les relations humaines,
où, oui, on discute parfois du racisme de manière générale, sans parler du racisme réel dans la société québécoise, mais où l'essentiel des conversations tourne autour, je fais des citations de deux conférences en particulier, de la question de l'infériorité économique des Canadiens français, de leur psychologie de minoritaire. Et dans plusieurs de ces conférences, on invite les Canadiens français à se départir de ce qu'on appelle le réflexe victimaire, qui les empêcherait de s'engager plus à fond dans le combat contre le racisme. Et donc, on pose la question de la reconnaissance des droits linguistiques des Canadiens français comme étant une prémisse à leur engagement dans le combat contre le racisme. Je soulignerai rapidement qu'à l'époque, les éducateurs, les juristes, les journalistes, les intellectuels, les hommes et les femmes d'Église qui sont invités à titre d'experts de l'intolérance raciale sont invariablement des personnes blanches. À plusieurs reprises, le comité se targue aussi de dire on a réuni des gens de toutes les races à Montréal, mais on trouve des protestants, des catholiques, des juifs, des immigrants, essentiellement d'Europe de l'Est. Je vous ai mis ici un exemple de la conférence annuelle de 1953, où Earl Swift, du syndicat des porteurs noirs à Montréal, est en fait la seule personne noire dans une assemblée qui discute de la question de la discrimination raciale. Et donc, ce phénomène ou cette réalité-là, elle n'est pas propre au comité montréalais. Il y a plusieurs chercheurs qui ont montré qu'après la guerre, les savoirs en sciences humaines et sociales sur le racisme ont été en grande partie monopolisés par des experts non racisés. Et donc, un phénomène qui s'accompagne de la désignation des savoirs et des expériences des personnes noires comme savoirs subalternes, pour reprendre la typologie de Julie Cruikshank. Et donc, cette exclusion, je dirais, des savoirs noirs, elle contribue à dépouiller le discours antiraciste en grande partie des perspectives plus réelles et surtout plus radicales qui pourraient être portées par les savoirs des personnes racisées elles-mêmes. Et donc, je vous donne l'exemple aussi ici de deux experts qui sont les personnes les plus systématiquement invitées pour parler de discrimination raciale. Ce sont deux hommes d'Église. Le père Stéphane Valiquette, jésuite du Conseil canadien des chrétiens et des juifs, et le père Bernard Maillot, qui est professeur à l'Université de Montréal au Centre de recherche en relations humaines. Et dans les deux cas, ces personnes parlent le plus souvent de la question de la discrimination à travers les préjugés des individus et à travers aussi la question de la tolérance. Tolérance qui est un concept qui relève non pas du combat contre un système historique, mais vraiment plutôt d'une acceptation, je dirais, passive de l'autre dans sa différence par rapport à soi. Je vais passer ici la question de l'école ouvrière en relations humaines. Simplement souligner qu'à l'époque, Jacques-Victor Morin met sur pied une école ouvrière en relations humaines et que tous les experts et expertes invités sont des personnes blanches. Une des revendications centrales du comité, c'est l'adoption de lois provinciales pour interdire la discrimination raciale et religieuse. Et à l'époque, il s'appuie sur les lois qui sont adoptées aux États-Unis depuis les années 40, mais aussi les lois antidiscrimination qui sont adoptées par le gouvernement fédéral et par les provinces dans les années 40, 50, 60, dont je vous ai mis la liste ici. À l'époque, les syndicats se présentent devant le gouvernement de Maurice Duplessis, qui, jusqu'à sa mort en 1959, va refuser d'intervenir dans ce domaine parce que, selon lui, ça relève de la conscience morale de chacune des personnes. Duplessis va dire que les droits de l'homme sont soulignés dans l'Évangile et surtout que les minorités, en particulier anglophones anglophones et juives, sont traitées beaucoup mieux au Québec que les Canadiens français dans les autres provinces. À la suite de l'élection du gouvernement de Jean Lesage en 1960, le comité va réussir à mettre sur pied une coalition importante d'organisations de la société civile qui vont se présenter devant le gouvernement provincial pour réclamer l'adoption de lois interdisant la discrimination dans les domaines de l'emploi, du logement et de l'accès aux lieux et aux services publics. Et donc, la délégation elle se présente en février 1963, en plein cœur de la Révolution tranquille, et elle est décrite à l'époque par De Gazette, je cite, comme la plus importante et la plus représentative de l'histoire récente du Québec. On est en plein cœur de la Révolution tranquille et je pense qu'on peut souligner le fait que c'est une des plus importantes délégations
de l'histoire du Québec à l'époque. Elle regroupe des syndicats internationaux, nationaux, des protestants, des catholiques, des anglophones, des francophones, des jeunes, des femmes, et aussi pour une rare fois des représentants des communautés juives, italiennes et noires de Montréal. Par contre, la présentation de ce mémoire-là, elle incarne plusieurs mécanismes d'occultation dont j'ai parlé depuis pour les années 40 et 50. Et donc, bien qu'elle soit formée de représentants des communautés noires, le Negro Citizenship Association et le Negro Community Center, les principaux porte-parole de la délégation sont des personnes blanches, en particulier Roger Provost et Jean Marchand de la FTQ et de la CSN, mais aussi le prêtre Henri Pichette, qui explique au gouvernement Lesage les fondements authentiquement chrétiens de la tolérance raciale. Devant Lesage, on insiste aussi sur le fait que ces lois antidiscrimination s'inscrivent en continuité avec les luttes menées par les Canadiens français depuis des siècles pour la défense de leurs droits. On insiste aussi sur la tradition de tolérance qui existe au Québec, en rappelant la loi sur l'émancipation des Juifs de 1832, mais en indiquant évidemment pas que l'abolition légale de l'esclavage va survenir seulement 2 ans plus tard, en 1834. On insiste aussi sur le fait que les Canadiens français, qui sont eux-mêmes minoritaires, seraient en fait plus enclins à protéger les droits des autres minorités. Et donc, loin de discuter de la question du racisme dans une perspective systémique, les membres de la délégation ils cherchent à dédouaner les Canadiens français des accusations traditionnelles de racisme qui sont portées contre eux. On souligne aussi que les lois ont une vertu éducative, celle d'enseigner la tolérance à des individus qui, de manière, je dirais, anachronique, seraient encore porteurs de préjugés raciaux. Donc, on conceptualise la question du racisme comme une question individuelle liée aux préjugés personnels et aux actes de discrimination directs, pour reprendre la typologie de Carmichael. Et donc, dans leur mémoire, dans les débats qui suivent, on ne parle jamais des Autochtones au Québec ni au Canada. Alors, pourtant, que les Autochtones n'ont pas le droit de vote et ne l'auront pas jusqu'en 1969 au Québec. On parle des idéaux de liberté, de fraternité, de tolérance, d'universalité des droits, d'universalisme chrétien, mais on ne mentionne jamais l'existence historique des schèmes racistes, notamment hérités de l'esclavage et de ses après-vies. Et donc, cette coalition-là, elle va être à l'origine, de l'adoption des 2 premières lois qui ont interdit la discrimination dans le domaine de l'hôtellerie en 1963 et dans le domaine de l'emploi en 1964. J'anticiperai en disant que ces lois et les débats sur leur mise en œuvre vont galvaniser les débats sur la nécessité d'adopter une charte des droits qui vont conduire en 1975 à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Je souligne qu'en 1963, à peine quelques mois après la présentation du mémoire, la Ligue des droits de l'homme, comme on l'appelait à l'époque, est créée par des personnages connus comme Pierre Elliott Trudeau, Frank Scott, Jean-Charles Harvey, Thérèse Casgrain, et qui vont prendre aussi une part active dans le combat pour l'adoption d'une charte des droits. Le début des années 60 est marqué aussi par l'émergence, vous le savez sans doute, de mouvements plus radicaux de la gauche radicale. Plusieurs de ces mouvements vont critiquer ce discours sur l'égalité formelle, sur l'universalité des droits, en soulignant l'incapacité de la logique libérale à juguler les inégalités systémiques fondées sur le racisme, mais aussi le colonialisme et le capitalisme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plusieurs groupes de gauche qui discutent la question du racisme dans le début des années 60, dans une perspective systémique, mais le plus souvent sous 2 rapports. La question, premièrement, des liens entre la lutte d'émancipation nationale des Québécois avec les mouvements de décolonisation et les luttes des Noirs, en particulier aux États-Unis. Et deuxièmement, à travers ce vieux débat séculaire sur l'existence ou l'inexistence du racisme au Québec, en lien avec la question nationale. Et donc, ces débats vont être portés principalement par des acteurs du courant que Sean Mills a appelé le socialisme de décolonisation, qui s'inspire des théories marxistes, qui s'inspire aussi des mouvements de décolonisation en Algérie, à Cuba, au Vietnam, ailleurs, et qui s'inspire aussi surtout de théoriciens de la décolonisation, comme Albert Memmi,
Frantz Fanon, Aimé Césaire, Jacques Berck, où en fait on va chercher à développer une praxis et une théorie pour penser le statut de colonisé des Canadiens français et les modalités de la lutte de libération nationale. Et donc, ces groupes sont bien connus, ils ont été étudiés par plusieurs historiens et historiennes. Personnellement, je m'appuie davantage sur les études critiques qui ont été produites, entre autres, par David Austin, Sean Mills, Philippe Némé-Nombré, Amanda Ritchie, et plus récemment par le groupe d'études sur le colonialisme québécois qui a été fondé en 2021. Et donc, on pense d'abord au RIN, au Rassemblement pour l'indépendance nationale, à des personnages comme Pierre Bourgault, Marcel Chaput, André d'Allemagne, André Ferretti. On pense aussi évidemment à la figure, je dirais, emblématique du courant décolonial, qui est le Front de libération du Québec, avec ses penseurs, je dirais ses maîtres à penser, que sont Charles Gagnon et Pierre Vallière. On pense aussi évidemment au Front de libération des femmes, créé en 1969, qui a cherché à arrimer la lutte pour la libération nationale à, je cite, la lutte pour la libération totale des femmes. Je souligne que ce mouvement-là est aussi actif dans des groupes locaux, des groupes d'action politique, des groupes citoyens, notamment à Montréal, et dans des institutions plus établies, par exemple le Conseil central de la CSN, à partir surtout de 1968 sous la présidence de Michel Chartrand. Une des revues emblématiques à laquelle s'abreuvent les militants et militantes de l'époque est Parti pris. C'est une revue qui est fondée en 1963 par des jeunes universitaires, dont Jean-Marc Piot, Paul Chamberlain, Pierre Maheu, André Brochu, et qui a un peu comme objectif, si on veut, de développer une pensée coloniale dite indigène qui serait adaptée à la réalité historique du Canada français. Et donc, au-delà des divisions qui marquent ce courant, ce qui est fascinant de voir, débat qui concerne, entre autres, la priorité accordée à la question nationale ou à la question sociale, classe, nation. Ce qui est fascinant de voir, c'est à quel point ces représentants et représentantes discutent du racisme, mais en reproduisant, je dirais, en reconceptualisant les procédés d'occultation dont j'ai parlé plus tôt. Et donc, une des matrices fondamentales du discours socialiste et décolonial de l'époque, c'est l'absence des voix, des savoirs, des revendications, des perspectives autochtones sur le racisme et le colonialisme au Canada. On parle du racisme à l'extérieur des frontières, mais pas au Canada. Par exemple, la figure de l'Autochtone est aussi utilisée pour penser la condition des Canadiens français. Et donc, je vais donner un exemple ici d'un texte programmatique publié par Jean-Marc Piot dans le premier numéro de Parti pris en 1963, où il décrit d'abord les torts psychologiques des peuples colonisés, où il discute aussi, si vous regardez la citation, des dangers de l'anglicisation et des immigrants pour l'assimilation des Canadiens français, et où il utilise dans son texte le concept de réserve pour décrire le Québec et le concept, je m'excuse, d'Indiens blancs d'Amérique pour décrire la situation des Québécois. Et donc, en plus du discours sur la menace de l'immigration, on voit aussi que son discours mobilise la figure de l'Autochtone ou se réapproprie la figure de l'Autochtonie, mais aussi qu'il insinue, si on voit la fin de la citation, cette idée de l'Autochtone comme appartenant à ce qu'on appelle une race mourante ou une vanishing race. En fait, il insinue que lorsque les Canadiens français se seront mutés en Indiens eux-mêmes, il sera trop tard, comme si, en fait, l'autochtonie confinait à une situation d'impuissance, de fragilité et d'immobilisme. Plusieurs des théoriciens de la décolonisation vont aussi, on en parle beaucoup récemment, se réapproprier les théories de la négritude comme outil pour analyser, en reprenant Frantz Fanon, l'aliénation, la dépossession de soi des Québécois. Évidemment, le symbole le plus brutal de cette réappropriation se trouve dans le livre, dont le titre commence en N, qui fait polémique actuellement, de Pierre Vallière. En fait, Pierre Vallière, comme d'autres intellectuels de son temps, dresse des parallèles entre la situation des Noirs, des Autochtones et des Canadiens français dans les Amériques, à travers une figure en particulier qui est celui du racisme blanc anglo-saxon. Le fait de situer les francophones québécois dans cet espace géohistorique
permet en fait de se positionner comme victime de racisme, permet aussi de faire valoir la complémentarité des luttes autochtones, noires et canadiennes françaises, mais aussi, plus fondamentalement, avec le recul historique, ça contribue à occulter la participation des Canadiens français aux projets racialistes ou colonialistes d'occupation au Canada, mais aussi au Québec. Et donc, comme on voit dans la citation ici aussi, on voit dans le discours de Vallière et de plusieurs penseurs et militantes de la décolonisation une forme d'occultation de la race à travers l'idée que les Canadiens français, les Noirs, les Autochtones appartiendraient finalement à une classe commune, une classe des travailleurs, des esclaves, des exploités, à ceux que Vallière appelle, en référence à Fanon, les crottés de la terre. Et donc, on remarque encore ici le même procédé dont je vous parlais tout à l'heure, qui consiste à noyer la race dans la classe, pour reprendre la formule d'Herbert Hill. Plusieurs, à l'époque, vont discuter du racisme au Québec. Je vous donne ici des exemples de manière dont on conceptualise le racisme au Canada français. En fait, si plusieurs discutent du racisme qui existe à l'extérieur des frontières et la nécessité de le dénoncer, à l'intérieur du Québec, on parle le plus souvent d'un racisme canadien-français qui serait défensif, qui serait en fait le produit de l'aliénation des francophones, qui serait en fait développé comme l'envers du racisme du colonisateur, pour parler comme Gilles Bourque. Paul Chamberlain va d'ailleurs parler de contre-racisme, avec cette idée finalement qu'une fois que les Canadiens français auront obtenu leur émancipation, ben, en fait, ils pourront être débarrassés du problème du racisme. Je terminerai en disant qu'au-delà du discours, cette réappropriation de la condition du racisé, du colonisé, elle vient aussi de la confrontation de ces militants, militantes à la violence d'État qui se déchaîne dans les années 60 contre les groupes nationalistes et de la gauche radicale. On pense aux emprisonnements, aux abus policiers lors des manifestations, au règlement anti-manifestation de la ville de Montréal de 1969, aux procès politiques de leaders nationalistes et de la gauche, entre autres celui très médiatisé de Charles Gagnon et Pierre Vallière. On pense un peu plus tard aussi à l'évocation de la loi des mesures de guerre en 1970. En fait, pour elles et pour eux, cette confrontation, si on veut, à la répression dans le cadre de leur lutte nationaliste confirme que les Québécois francophones sont confrontés, comme ailleurs dans le monde, aux logiques de répression de l'État raciste, colonial, capitaliste. Et d'ailleurs, et je tenais à le souligner, dans la deuxième moitié des années 60, on va voir se mettre en place plusieurs mouvements qu'on dit populaires de défense des droits de l'homme, comme on dit à l'époque. Des groupes qui vont se créer en marge de la Ligue des droits ou du Comité ouvrier des droits de l'homme, dont je vous ai parlé tantôt, qui sont jugés soit trop libéraux, soit trop réformistes, soit trop fédéralistes ou trop individualistes. C'est le cas, entre autres, je vous ai mis ici un communiqué du Mouvement populaire des droits de l'homme qui est créé en 1966 par des universitaires montréalais pour recueillir les plaintes de victimes de répression policière. L'UGEC, l'Union générale des étudiants du Québec, dont certaines personnes ici ont été, dans lesquelles ont été actives, a également créé un bureau des droits de l'homme en 1966, dont l'objectif était de documenter, je cite, l'État policier au Québec. Et donc, si plusieurs, à l'époque, de ces groupes revendiquent l'adoption d'une charte des droits, c'est essentiellement dans une optique soit d'affirmation de la souveraineté politique du Québec, soit dans une optique de protéger les victimes d'entorses à leur liberté civile, commis, je cite, en terre de racisme blanc anglo-saxon, pour parler comme Charles Gagnon. Et donc, ce bref survol des débats sur le racisme qui ont animé les milieux blancs francophones au Québec éclaire, à mon avis, certains des procédés discursifs et mémoriels qui participent à la construction du mythe d'une société québécoise sans racisme. L'articulation historique des débats sur la race, la langue, la religion, la nation.
l'imbrication des débats sur le racisme et la question de l'immigration, les réactions d'autodéfense face aux accusations portées par certains Canadiens anglais à l'égard du racisme des Canadiens français, la construction de cette figure du Canadien français conquis, opprimé puis colonisé, racisé, la réappropriation des expériences noires et autochtones à travers les tropes de l'indigénéité et de la négritude blanche, la dissolution de la race dans la classe et la désignation du racisme blanc anglo-saxon comme figure d'altérité oppressive sont tous des ressorts qui perpétuent cette forme, je dirais, singulière d'agnosie raciale et coloniale qui existe au Québec et qui empêche finalement toute prise en compte du rôle des Québécois francophones comme des acteurs agissant du projet racialiste et du colonialisme d'occupation au Québec, au Canada et aussi à l'échelle internationale. Et donc aujourd'hui, lorsque le premier ministre François Legault affirme, je le cite, « Il n'y a pas de système raciste au Québec », ce n'est pas simplement la force de son impensé racial qui met au jour. En fait, c'est toute une histoire de ces processus de déni, d'occultation qu'il relève, qu'il révèle et surtout qu'il contribue à perpétuer. Et donc, toutes les personnes qui s'engagent aujourd'hui dans le combat contre le racisme au Québec, c'est pertinemment qu'une des premières étapes, c'est de se confronter à cette mythologie de la négation du racisme. Pour ma part, je pense que cette tâche convoque en grande partie les historiennes et les historiens par la nécessité de reconstituer la vérité historique sur l'histoire du racisme, par la nécessité de comprendre les mécanismes qui perpétuent les inégalités systémiques à travers le temps long, et finalement, la nécessité de déconstruire certains mythes fondateurs d'une identité narrative canadienne-française largement fossilisée autour de la question nationale. En tant qu'instrument de construction des récits collectifs, l'histoire doit aussi avoir une sorte de réflexivité par rapport à ces récits-là. Et je pense que c'est d'autant plus vrai lorsque ces récits apparaissent comme un obstacle à la restitution de la vérité historique et à la compréhension des rapports sociaux de pouvoir et de domination qui continuent encore aujourd'hui de marquer nos sociétés. Merci.